qu'on fait à l'hôpital, on commence toujours par 300 unités. Parce que même si la patiente a une AMH basse et un CFA bas, parfois, on tombe sur un cycle où il y a plus de follicules. Donc, on commence par 300 unités. Si elle ne répond pas à 300 follicules, à 300 unités, on arrive à avoir que 2 ou 3 césures vers la fin. Donc, ce n'est pas la peine de donner beaucoup de FSH. Que vous en donniez 300 ou 150, vous aurez 3 vers la fin. Et du coup, pour les doubles stimulations, ce qu'on fait pour essayer de diminuer un peu les coûts, on fait une maille stimulation au début, avec du serpafar et très peu de FSH recombinante associée à en tout cas des gonadotrophines. Mais pour la phase de TL, on est obligé de donner un peu plus de FSH. Et ça a été démontré. Pour la phase de TL, on a besoin de plus de FSH que la phase folliculaire pour avoir le même nombre d'ovocytes. Ceci s'explique par l'hyperprogestéronémie pendant la phase de TL qui exerce vraiment un rétrocontrôle négatif très important sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de tenter une vraie tentative. Une vraie tentative, pour les patientes qui sont à 35 ans avec une réserve ovarienne basse, une vraie tentative, si ça ne marche pas, passer à la maille. Mais les méta-analyses, et il faut vraiment respecter les méta-analyses, ont démontré que pas de différence pour les mauvaises répondeuses en termes de live birth rate cumulé, que ce soit 150 ou 300 unités. L'âge autorisé légalement, est-ce qu'il y a une loi qui nous autorise à ne pas stimuler au-delà de 40 ans? Parce que je pense que c'est une pratique qui est adoptée par la CNAM, etc. Mais est-ce que nous, médecins de libre pratique, est-ce qu'on est autorisé à stimuler 43, 45, etc. Non, il n'y a pas de loi interdisant un âge pour les patientes, mais il y a une réponse et il y a des résultats vers la fin. Et je pense qu'une très très belle transition pour la présentation de Dr Chakroun, qui va nous parler des pronostics des patientes en fonction de l'âge. Très bien, très bien. Et j'en ai de même pour les hommes, s'il te plaît, encore. Ah bah oui, même pour les hommes. Là, dans les dernières, en tout cas dans les derniers travaux, même l'âge paternel a un impact sur les Et le cut-off actuel, c'est de 50 ans ou plus? 41 ans, l'âge de Mohamed Pour les femmes, ça. Non, pour les hommes. Pour les hommes. Je ne sais pas. Je n'ai pas les chiffres en tête. Je pense 50 ans. Ouais. Donc, on vous remercie. Je vous remercie. Et faute de temps, on passe à la communication suivante, présentée par Dr Free, et qui va nous parler du pré-traitement en cas de mauvaise répondeuse. Merci beaucoup, chères consoeurs, chers confrères. Je suis honorée aujourd'hui de faire partie donc, des orateurs de cette deuxième journée de médecine de la reproduction. Je tiens à remercier le comité de PMA de la STGO pour m'avoir donné l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est un véritable challenge pour nous, cliniciens, qui est les mauvaises répondeuses. Donc, vous avez un peu entamé le sujet avec professeur Marouane Braham. Donc, vous avez vu que c'est très, très difficile de prendre en charge ces patientes et qu'en fait, on peut améliorer les choses au cours de la stimulation en ayant recours à certains... Comment je peux faire? Voilà. Alors, en améliorant les choses au cours de la stimulation. Cependant, malgré les protocoles de stimulation agressifs, malgré le recours à des cycles naturels ou naturels modifiés, nous sommes devant encore des taux de grossesse médiocres, des taux d'annulation élevés et un coût très élevé. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose en amont de la stimulation? Est-ce qu'il y aurait aujourd'hui un pré-traitement à recommander avant de commencer le cycle de FIV chez ce groupe de patientes? Pour essayer de pré-traiter, il faut savoir comprendre ce qui se passe pour qu'on est devant un tel échec. Pourquoi ces mauvaises répondeuses ne répondent pas correctement? Soit parce qu'il y a une perte des follicules par atrésie ou apoptose, soit parce qu'il y a une altération de l'expression des récepteurs de la FSH, soit parce qu'il y a des anomalies chromosomiques au niveau de l'ovocyte,
soit parce qu'il y a une dysfonction mitochondriale, et enfin parce qu'il y a un stress oxydatif de plus en plus présenté actuellement comme mécanisme physiopathologique. Donc, est-ce qu'il y aurait des molécules qui pourraient agir sur un de ces mécanismes ou deux mécanismes en même temps pour essayer d'améliorer les choses? Plusieurs molécules actuellement sur le marché: androgène, GH, coenzyme Q10, ACG, LH, myoinositol, et les nouvelles techniques dont vous venez de parler tout à l'heure. Pour commencer par la fin, ceci est la dernière méta-analyse qui a essayé de répondre à la question d'aujourd'hui. Y a-t-il aujourd'hui un traitement adjuvant qui permettrait d'améliorer la réponse à la stimulation en FIV chez ces patientes-là? C'est une méta-analyse qui a été publiée en 2020 et les résultats et la réponse à cette question est encore décevante. À la sortie de l'analyse, 3 facteurs essentiellement semblent se dégager. Essentiellement le coenzyme Q10, la DHEA et en 3e position la GH. Et on va vous dire tout à l'heure pourquoi la GH est en 3e position. Tout simplement parce qu'on n'a pas pu démontrer un taux de grossesse significativement élevé, mais uniquement un taux d'annulation significativement diminué avec la GH. Mais quand on voit le fond de cette méta-analyse, les études incluses sont très hétérogènes, aucun essai ne ressemble à l'autre, pour chaque agent, maximum 2 essais, et on traite en même temps le co-traitement et le traitement. C'est pour cela qu'on va voir un à un ces différents facteurs. Devant la variabilité de la définition dans ces études, devant les protocoles hétérogènes, nous allons procéder un à un en maintenant dans notre tête ces 3 facteurs qu'on va retrouver probablement à la fin. Et on commence par les androgènes. Vous savez très bien que 40% des cliniciens en Europe sont en train de prescrire les androgènes, que ce soit testostérone ou DHEA, en pré-traitement chez les mauvaises répondeurs, entre guillemets, off-label. C'est vrai qu'on a avancé dans les études animales. On a très très bien démontré que les androgènes permettent l'initiation des follicules primordiaux ovariens, que ça potentialise le passage des follicules primaires en follicules secondaires. Ça agit même sur les follicules préovulatoires en favorisant une meilleure maturation. Et ça bloque même l'apoptose des follicules en cours de développement. Plusieurs protocoles actuellement utilisés. Pour la DHEA, la plus utilisée, c'est celle de 75 mg par jour, au rythme de 3 prises par jour. Et la durée va varier de 4 semaines à 6 mois. C'est logique, puisqu'on va agir sur un cycle qui a commencé même 3 à 6 mois avant la stimulation. Pour la testostérone, voie transdermique en patch ou en gel, rarement la voie orale, avec des doses généralement de 12,5 mg par jour, mais là aussi, la durée est variable en pré-traitement, de 5 jours à 28 jours avant FIV. Regardez sur cette plaque le nombre d'études, que ce soit en termes d'essais randomisés, de méta-analyses concernant les 2 molécules, pour se retrouver à la fin avec des études qui changent de définition même au cours des études, avec des protocoles hétérogènes, et bien sûr, les résultats ne sont rarement exprimés en termes de taux de grossesse. Une étude mérite d'être mentionnée, c'est celle qui a été publiée en 2019. C'est un essai randomisé qui a essayé d'évaluer l'effet de la DHEA, donc à la dose donc de 75 mg 6 semaines avant le traitement. C'est vrai que dans cette étude, les taux de grossesse seraient significativement plus importants. Le nombre d'ovocytes matures recueillis est significativement plus important, mais ça reste une étude rétrospective avec un échantillon limité, et donc nous restons à notre fin concernant la DHEA en pré-traitement.
Je me permets aussi de vous rappeler que la DHEA est un complément alimentaire et non un médicament. Et donc, les compositions des différentes formulations qu'on vous vend au niveau des pharmacies ne sont jamais contrôlées. Ce sont des compléments alimentaires, au contraire de la testostérone, qui est un médicament. Regardez ici en ce qui concerne la testostérone, là aussi une multitude d'études observationnelles, mais même des essais randomisés, mais nous restons là aussi à notre fin. Et la prescription, pour le moment, reste expérimentale chez les mauvaises répandeuses en FIV en pré-traitement. En attendant des études qui vont bientôt être publiées, ce sont des essais randomisés, contrôlés, où les patientes ne représentent pas leur propre contrôle, mais le groupe contrôle sera représenté par un placebo. Donc, ceci est le cas de cet essai qui s'appelle le T-Transport, qui va être bientôt publié. Donc, en attendant les résultats de cet essai, la DHEA et la testostérone, pour le moment, c'est une recette qui n'obéit à aucune preuve d'evidence-based medicine. Il y a deux façons d'augmenter les androgènes au niveau de l'ovaire, soit un apport exogène par la DHEA et la testostérone, soit des agents modulateurs qui eux-mêmes vont provoquer l'accumulation d'androgènes au niveau du micro-environnement folliculaire. Et par là, je cite la CG, la LH et les anti-aromatases. Là aussi, plusieurs essais ont été publiés. Tous sont limités à un nombre de cas ou une série de cas. Alors, la plus populaire, c'est l'andro-IVF, où les auteurs ont essayé de combiner aussi bien l'effet de l'androgel que le létrozole anti-aromatase, que la CG pendant 24 jours avant de commencer la FIV. L'échantillon n'a inclus que 13 patientes. Il est vrai que dans cet essai, le nombre d'ovocytes matures est significativement élevé, mais la période d'étude est tellement courte qu'on n'arrive même pas à déterminer le taux de grossesse et le taux de naissance vivante. Et de toute façon, même si on le détermine, on reste avec un échantillon d'études de taille très très limitée. Une autre façon de faire les choses, c'est de donner des microdoses d'ACG au lieu de donner des doses élevées d'ACG en combinaison aux androgènes bien avant la stimulation. Et là, les auteurs ont couvert les patientes par des analogues de la GnRH. Et la surprise dans leur étude était que même les marqueurs de l'AMH, qui était le critère de jugement principal, n'étaient pas modifiés par l'apport d'androgènes, d'ACG. Et donc, l'explication qu'ils essayent de présenter est le fait que ces patientes ont été mises sous analogues agonistes. Et donc, l'effet pro-androgénique de l'ACG et des anti-aromatases n'a pas pu dépasser l'effet de déplétion des analogues. Donc, en attendant, reste la fameuse étude de Ferraretti en 2014 qui débute la stimulation par des doses de LH 4 jours avant dans le même but donc d'augmenter les androgènes. C'est une étude qui a certes montré des taux de grossesse élevés, mais l'échantillon d'étude est très limité et l'étude elle-même a été prématurément arrêtée eu égard à l'absence de réponse chez 4 patientes jeunes. Donc, concernant les androgènes, pas de réponse pour le moment. Est-ce que les oestrogènes en priming pourraient nous aider? Synchronisation de la cohorte folliculaire, essayer d'atténuer l'élévation précoce de FSH en phase lutéale chez ces mauvaises répandeuses. Une méta-analyse suivie d'une deuxième, mais la première et la plus sérieuse, a déjà répondu au sujet, mais qui date de 2013. Pas d'amélioration des taux de grossesse. Certes, un taux d'annulation significativement moins important, mais depuis 2013, aucun essai randomisé sur le priming par les oestrogènes en phase lutéale. Donc, pour le moment, ça reste une recette ancienne. Nous arrivons à l'AGH. On a parlé de l'AGH tout à l'heure en co-traitement.
Qu'en est-il en pré-traitement? C'est un essai randomisé très intéressant qui a essayé de pré-traiter cette patiente-là par de l'AGH. C'est un essai qui a montré une action de l'AGH sur l'épaisseur endométriale, sur le nombre d'ovocytes matures, sur le taux de fécondation et sur le taux de grossesse clinique. Ça veut dire que l'AGH, en pré-traitement, a priori, elle fonctionne très bien chez ces mauvaises répondeuses. Et d'ailleurs, le mécanisme physiopathe présenté, c'est une amélioration du stress oxydatif. Sur cette plaque, donc vous voyez l'amélioration des marqueurs de stress oxydatif au niveau du liquide folliculaire et des cellules de la granulosa et l'augmentation du capacité du système antioxydatif par l'AGH dans ces deux milieux. Donc l'AGH agirait très bien sur ces patientes. La taille limitée de l'échantillon, l'âge moyen de ces patientes dans l'étude et la période d'étude relativement courte permettraient de chercher ailleurs. D'ailleurs, on a essayé de comparer le co-traitement au pré-traitement, 2,5 mg par jour à partir du 8e jour en co-traitement, ou 0,1 mg par jour, donc une ampoule à 4 unités, depuis le J3 du cycle précédent jusqu'au jour de déclenchement du cycle suivant, versus placebo. Les résultats sont agréablement positifs, puisque dans le groupe P, où il y a eu un pré-traitement, il y a une amélioration nette et significative des taux de grossesse clinique, du nombre d'ovocytes collectés, et là aussi, l'impact sur l'épaisseur de l'endomètre est visible d'une action de GH en pré-traitement. Ceci est tout à fait logique, puisque la GH a des récepteurs au niveau de l'endomètre, mais aussi au niveau des cellules folliculaires. Donc, un pré-traitement par la GH serait prometteur. Là aussi, c'est une étude qui a essayé d'utiliser uniquement 6 semaines de traitement par la GH, vu le coût d'un tel traitement, et on retrouve encore une fois l'effet bénéfique de la GH en pré-traitement à la dose d'une ampoule par jour en termes de taux de grossesse et d'amélioration du nombre d'ovocytes et d'épaisseur endométriale qui ont tous les deux, a priori, permis d'améliorer les taux de grossesse. Le problème ici, c'est que les protocoles ne sont pas standards. Il faut qu'il y ait des études avec l'évaluation du bénéfice-coût et, chose très importante, aucune étude n'a pu évaluer le devenir des grossesses et la santé des enfants donc, issus de ces grossesses. Certains auteurs plaideraient en faveur de candidates réelles à la GH en pré-traitement en essayant d'identifier un sous-groupe qui serait déficient à la base en GH. On a essayé donc, le test à la clonidine pour identifier ces patientes-là, mais pour le moment, ce test est loin d'être validé. Une deuxième molécule qui envahit le terrain en pré-traitement, mais une molécule qui n'est pas étrangère, c'est une molécule qui a été utilisée dans plusieurs autres maladies, c'est le coenzyme Q10. Je rappelle ici que c'est toujours un complément alimentaire qu'on peut aussi commander par Internet d'une manière tout à fait délibérée. Qu'est-ce que c'est que le coenzyme Q10? C'est le seul antioxydant liposoluble fabriqué par l'homme. Il se trouve au niveau des membranes cellulaires et va agir sur le système mitochondrial. Donc là aussi, la physiopathologie du stress oxydatif revient. Et on a montré que ce coenzyme Q10 va restaurer la capacité énergétique de la mitochondrie par la libération de l'ATP, donc une stabilisation des cellules folliculaires et même une orientation du fuseau mitotique qui sera réglée par l'administration de GH en pré-traitement. Vous voyez dans cette étude l'augmentation donc, des taux de fécondation, la diminution des taux d'annulation, la diminution des gonadotrophines utilisées lors de l'utilisation lorsqu'on évalue la GH en pré-traitement,
pas l'AGH, le coenzyme en Q10. Donc, c'est une molécule qui reste prometteuse, surtout que le taux de grossesse clinique et surtout le taux de naissance vivante cumulé semble augmenter par le coenzyme Q10. Il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet. Nous avons besoin d'autres études pour confirmer définitivement l'effet bénéfique de cette molécule, mais il faut établir la dose, la durée, le timing optimal et, encore une fois, l'effet de ce traitement sur le devenir de la grossesse et la santé des enfants. Peut-être que l'effet thérapeutique sera limité à certains sous-groupes de possédants. Pour le moment, ça permet prometteur, ça permet de prévoir d'autres armes thérapeutiques, mais nous attendons les études futures. Troisième molécule, très à la mode, le myo-inositol. Eh bien, le myo-inositol, qui est produit à partir du glucose, il est responsable du développement embryonnaire, de la libération des corticaux, je vous le rappelle, des granules corticaux des ovocytes qui permettent d'empêcher la polyspermie, mais il permet aussi de renforcer l'achèvement des divisions méiotiques. Alors, première étude, myo-inositol plus acide folique 3 mois avant FIV versus acide folique seul 3 mois avant FIV. 30 patientes versus 30 patientes répondant aux critères de Boulogne. Les effets sur la durée de stimulation, le nombre d'ovocytes et les taux de grossesse paraissent là aussi prometteurs. Une deuxième étude sur le même sujet, mais là, on a essayé d'écourter un peu le pré-traitement à 1 mois. Myo-inositol acide folique 1 mois versus acide folique seul. Ici, on n'a pas montré d'augmentation du taux de grossesse, mais on a montré un taux d'embryon top quality significativement plus important dans le groupe traité. Il se peut qu'ici, le myo-inositol dans cette étude, vu la durée de pré-traitement limitée, n'a pu agir qu'uniquement sur la maturité et non sur le recrutement. En tout cas, ça permet d'espérer avec le myo-inositol d'autres alternatives, d'autres options qui sont très prometteuses. Et nous arrivons au PRP, la médecine régénérative qui a tout envahi, y compris la gynécologie. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, plusieurs études de cas série, plusieurs études avec des échantillons limités qui semblent présenter des taux de grossesse. Ce sont généralement des Turcs, des Grecs ou des Iraniens, avec des publications qui sont dans des journaux d'impact factor, je dirais, très, très modestes. La plus grande série qui a évalué le PRP en pré-traitement avant l'ICSI, c'est cette étude-là, qui a porté quand même sur 311 patientes, où les patientes sont leur propre contrôle, mais où on est arrivé à montrer un taux de grossesse donc, qui arrive à 30%, avec des embryons congelés à réutiliser dans l'avenir. Ce qu'il faut dire à propos de la PRP, c'est que ces études sont très hétérogènes. En fait, les méthodes de préparation ne sont pas unanimes. Les kits de préparation ne sont pas unanimes. Les voies d'injection ne sont pas unanimes. Le nombre d'injections à 3 mois d'intervalle, double ou unique, ne sont pas unanimes non plus. Ce qui nous laisse en fait rêveurs devant une telle méthode qui présente a priori des effets bénéfiques, mais qui sont à prouver. Et comme ça a été dit tout à l'heure, peut-être que c'est l'effet mécanique tout seul qui a en fait essayé d'améliorer les choses, qui a permis de réactiver les follicules primordiaux. Donc, la nécessité d'études avant de conclure à l'effet bénéfique de PRP avant ICSI est nécessaire, et surtout que cette PRP a même été évaluée en 2022 au cours de la ponction elle-même
pour un cycle ultérieur, son innocuité par rapport au devenir de la grossesse et par rapport aux enfants qui vont naître suite à des cycles mérite d'être mieux étudié aujourd'hui avant de se prononcer sur une telle technologie. Je finis par l'activation du cortex ovarien in vitro. Nous sommes inondés aujourd'hui par les publications à propos de cette technique et de plus en plus, en fait, on encourage des activations sans stimulant parce qu'on incrimine actuellement les activateurs dans des perturbations de l'ADN. Donc pour le moment, c'est de l'activation sans stimulant qui permet d'offrir des grossesses. Ce sont des cas limités, ce sont des case reports. Et là, on explique bien que cette activation, sans l'ajout d'aucune molécule, de n'importe quelle molécule, permet à elle seule d'agir sur la réactivation des follicules en l'expliquant sur le plan physiopathologique par une rupture de la voie de signalisation hypo qui permet donc de réactiver une série de réactions réactivant les follicules primordiaux. Donc il faut une meilleure compréhension des mécanismes déterminant ce qui se passe après l'activation de cortex, l'évaluation de nouveaux produits pour l'activation, que ce soit traumatisme physique par laser ou autre, et on va attendre les résultats de l'amélioration des conditions de culture cellulaire et transplantation pour pouvoir se prononcer et avancer avec l'activation de cortex ovarien. Pour finir, donc, le coenzyme Q10, le myo-inositol envahissent le terrain en pré-traitement, il semble prometteur. L'AGH, une réponse largement positive, tout en gardant des réserves quant au devenir. Les androgènes, pour le moment, c'est une recette qui n'a aucun fondement scientifique. Et la PRP, l'activation folliculaire, restent pour le moment des options encore expérimentales. Et je vous remercie. D'accord, je remercie Dr Fri. On passe à la communication suivante parce qu'on est un petit peu en retard et on laisse les questions à la fin de la session. Donc je demande à Dr Chakroun qui va nous présenter les résultats. Bonjour. Donc, résultat et limites. Alors, je commence par remercier le comité AMP de l'ASTGO de m'avoir associé à ces journées d'AMP. Je les remercie aussi pour l'innovation. Je suis la pionnière des embryologistes de parler donc de mauvaises répondeuses. J'espère répondre aux attentes de ce comité de l'ASTGO. Tout d'abord, il faut reconnaître l'effort de la communauté scientifique dans l'homogénéisation des définitions de ce groupe de mauvaises répondeuses et dans surtout la classification en groupes. Donc ceci a pris énormément de temps et d'efforts pour arriver maintenant aux critères de Poséidon, donc qui ont l'objectif d'homogénéiser les groupes et de comparer les traitements dans ces groupes. Donc, deux challenges. Le premier, donc, c'est de parler le même langage quand on parle de groupes de patientes. Donc, ceci a été bien expliqué par Dr Mides et puis par Dr Bram, que le Poséidon propose les 4 groupes. Et dans les 4 groupes aussi, il y a les sous-groupes. Les critères ici sont quantitatifs. Je ne vais pas tout reprendre, mais juste je vais attirer votre attention qu'il y a encore des critères qualitatifs dans cette classification et qui vont avoir un impact important sur les résultats. Donc, ce critère qualitatif, c'est l'aneuploïdie, donc qui se trouve très élevé
chez les femmes supérieures à 35 ans, donc dans les groupes 2 et 4, et moins élevé chez les femmes inférieures à 35 ans. Le deuxième challenge, c'est de parler le même langage dans les résultats. Donc ceci est évidemment possible par l'utilisation de taux de naissance. On a utilisé longtemps les taux de naissance vivantes pour exprimer les résultats des centres d'AMP, que ce soit par cycle initié, par ponction ou par transfert. Avec la modernisation de l'AMP, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'AMP? Donc il y a tout ce qui est frisol, il y a tout ce qui est renforcement de la phase lutéale, il y a la sélection embryonnaire, il y a la tendance à transférer un seul embryon. Donc, avec cette tendance d'une FIV moderne, il y a changement de critères ou de clés de succès de la FIV. Alors, ce changement exprime les naissances en taux de naissance cumulé, d'accord, ou cumulative live birth rate, pardon. Et puis, il y a une autre clé qui est très importante aussi, qui est le temps pour la grossesse ou le temps pour obtenir des naissances vivantes, connues par le time to pregnancy. Alors, c'est quoi les taux de naissance cumulés? Ça a été bien expliqué, je ne vais pas reprendre. Donc, c'est en fait de cumuler tous les résultats de tous les transferts frais et congelés pour un même cycle. Alors, il faut dire que les guidelines de l'ESHRE de 2020 recommandent l'utilisation de ce résultat dans l'évaluation des centres de FIV. Alors, l'inconvénient de ces clés de succès qu'on vient de citer, c'est-à-dire que ce soit les taux de naissance vivante ou les taux cumulés de naissance vivante, c'est que l'obtention est très tardive, donc il faut attendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour avoir les résultats. Et ceci, pour un embryologiste, c'est pas acceptable ou c'est pas quand même confortable de ne pas reconnaître les résultats et les performances du centre dans les jours qui suivent la tentative d'ICSI ou de FIV ou au moins dans les semaines. Donc, on est aussi à ne pas négliger d'autres clés de performance qui sont le nombre d'ovocytes, le taux de maturité, le taux de fécondation, le taux de clivage, le taux de blastulation et le taux d'implantation ou de grossesse évolutive. Ces facteurs seront relativement immédiatement disponibles. Alors, parlons chiffres. Alors, quand on parle résultats, on parle épidémiologie, la prévalence des mauvaises répondeuses, puisqu'on est là au stade de poséidon. Quelles sont les fréquences des femmes poséidons dans nos hôpitaux ou dans nos cliniques? Alors, dans la littérature, c'est vraiment des données très récentes de rapporter les fréquences des femmes poséidons. Il y a Estevans, qui fait partie du groupe de Poséidon, qui a rapporté dans une étude multicentrique des fréquences allant de 39% à 56% des patientes infertiles ou des couples infertiles qui sont classés Poséidon. Alors, ces pays étaient donc le Brésil, la Turquie et le Vietnam. Il faut noter la différence dans la médiane d'âge entre ces différents pays. Mais suite à des analyses statistiques, la moyenne donnée de la prévalence générale, c'est 43%. Alors en Tunisie, est-ce qu'on a des études qui nous montrent la fréquence de ce groupe? À ma connaissance, non, mais nous, on a une petite série avec les données préliminaires de l'année 2021. Nous avons calculé une prévalence de 58% Poséidon. Ce chiffre se rapproche de celui du Brésil. Et en fait, ceci n'est pas très discordant, puisque sur la médiane d'âge, on est identique par rapport au Brésil. Alors, qu'en est-il des chiffres des sous-groupes? Alors, toujours dans la même étude, nous montre que le groupe 1 était le groupe de loin le plus fréquent.
Et donc, c'est vrai, c'était un peu différent entre Brésil, Turquie et Vietnam, mais ils ont retrouvé une moyenne pour comparer, pour rapporter leurs données. Alors, je rejoins la remarque de Dr Midesi tout à l'heure, c'est que quid de nos milieux? Est-ce qu'on a vraiment les mêmes fréquences? Est-ce qu'on est semblable? Vraisemblablement, c'est non. On a nos spécificités, surtout que parmi les éthiopathogénies de ces groupes ou de ces femmes poséidants, le polymorphisme génétique touchant les récepteurs de la FSH, de la LH, ceci pourrait expliquer que dans notre étude, on a le groupe 4 qui est le plus fréquent. Donc c'est assez différent par rapport aux études rapportées dans la littérature. Alors maintenant, parlons taux de naissance vivante cumulé. Alors, low is low, c'est-à-dire on va retrouver bien sûr des taux de naissance moins importants, moins satisfaisants que dans le reste de la population non possédant. Et ceci a fait vraiment le sujet de plusieurs études récentes de la littérature. Donc, on a en noir le groupe non poséidant et au-dessous les 4 couleurs des groupes non poséidants. Alors, quand on compare les résultats entre les groupes poséidants et la somme des 4 groupes poséidants, on trouve une différence significative et des taux de grossesse moins importants, des taux de naissance vivante cumulés moins importants dans le groupe poséidant. Même si on compare les sous-groupes, on va retrouver des différences et ceci a conforté énormément le groupe des scientifiques travaillant sur les caractéristiques de ces groupes. Donc, il y a donc une différence entre les groupes en ce qui concerne les taux de naissance. Donc, ils sont donc de plus en plus moins élevés entre le groupe 1, le groupe 3, groupe 2 et groupe 4. Ceci est important de signaler que les groupes des poséidants jeunes ont de meilleurs résultats que le groupe des poséidants moins jeunes. Donc, arrivons à la dernière comparaison entre le groupe des femmes non poséidants supérieurs à 35 ans et le groupe 2B des groupes poséidants, et on trouve une différence significative en faveur encore une fois des femmes non poséidants. Donc, ceci nous indique que les taux de naissance cumulés sont positivement associés avec l'âge, oui, mais aussi avec le rendement en ovocytes. Alors, parlons un peu rendement en nombre d'ovocytes. C'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Donc, plus le nombre d'ovocytes est important, plus il y aura des naissances vivantes, que ce soit en frais ou en cumulé. Bien sûr, il est donc important de signaler qu'il existe un équilibre entre entre sécurité et efficacité dans ce paramètre du nombre des ovocytes. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ces plaques. Ils ont été bien expliqués par Dr Braham, qui a dit qu'il y a une forte corrélation entre le nombre d'ovocytes et le taux des naissances vivantes. Mais il faut mentionner que dans les groupes les plus âgés, en fait, le groupe des femmes allant de 40 à 44 ans, il y a toujours cette corrélation, mais elle est moins prononcée vu que les taux de grossesse sont de plus en plus faibles. Là, c'est pour faire plaisir à mes amis embryologistes. En fait, le rendement en nombre d'ovocytes dans les 4 groupes de poséidants sont toujours moins importants, donc plus faibles par rapport au groupe poséidant. Et ceci, en fait, n'altère pas ni les taux de fécondation, ni les taux de clivage,
ni le nombre, bien sûr, ni le pourcentage des embryons obtenus. Mais en termes de valeur absolue en nombre d'embryons, il va y avoir une altération. Donc, on arrive à un constat d'evidence-based medicine où il y a une association significative, positive, très importante entre le nombre des ovocytes et les taux de naissance. Alors, ceci indique une donnée quantitative, le nombre d'ovocytes, sans parler de leur qualité. Alors maintenant, c'est important de voir si, en termes de qualité, la qualité ovocytaire elle est altérée dans les groupes poséidants. Alors, tout le monde a su suivre cette publication très prestigieuse de Grun en Science, qui a montré que les taux d'aneuploïdie ovocytaire commencent à augmenter à partir de 31 ans. Donc, de l'autre partie, le schéma de droite vous montre les euploïdies embryonnaires qui ont bien sûr un pic entre 20 et 30 ans, et puis ces euploïdies commencent à chuter, d'accord, pour arriver à des taux très bas à l'âge de 44 ans. Donc, on cite le taux d'aneuploïdie à l'âge de 45 ans qui est de 85%. C'est chose qui va rendre quand même l'obtention des naissances vivantes très difficile. Ceci est d'autant plus aggravé par les taux de fausses couches qui sont de plus en plus élevés à la fin de la vie génitale de la femme. Et ceci, encore une fois, est bien expliqué par l'augmentation des taux d'aneuploïdie. Donc, pour obtenir un embryon, un blastocyste euploïde, il faut raisonner âge de la femme. C'est-à-dire, si la femme elle est inférieure à 35 ans, on a besoin de 4 ovocytes pour obtenir au moins un embryon euploïde. Mais si on descend au bas de l'échelle, on va retrouver des nombres très élevés d'ovocytes nécessaires pour l'obtention d'un seul embryon euploïde. Donc, l'autre question aussi qui va avec la qualité ovocytaire, est-ce que les mauvaises répondeuses altèrent le taux de blastulation? Donc, oui, il y a quand même association d'une mauvaise blastulation avec l'âge de la femme. Il faut ici, en passant, dire que ce qui est connu, c'est surtout les facteurs masculins qui altèrent les taux de blastulation. Alors, dans cette étude très récente qui montre que les performances des ovocytes ne semblent pas être affectées par la diminution de la réserve ovarienne chez les femmes inférieures à 38 ans. Donc, ceci rassure la population des femmes jeunes que s'il y a une réserve ovarienne diminuée, ceci n'altère pas la capacité de l'ovocyte à atteindre les stades de blastocyste. Et donc, il y aura la même compétence que ce soit dans l'atteinte de l'haploïdie ou de l'euploïdie ou de l'aneuploïdie. Donc, ceci nous ramène de dire que les marqueurs de la réserve ovarienne, que ce soit AMH ou CFA, en fait, ce ne sont que des marqueurs quantitatifs et ne sont pas des marqueurs de la qualité. La dernière question avant d'atteindre les limites, est-ce que le screening d'aneuploïdie améliore les taux de naissance vivante chez cette population? Il y a une grande discordance dans la littérature, mais chose certaine que cette technique diminue le time to pregnancy, ce qui est très important pour les patientes. Ça va diminuer les coûts et ça va diminuer les charges psychologiques pour ces patientes. Alors, maintenant on entame le chapitre limite. Quels sont les résultats pour la limite de l'âge? Alors, dans notre centre, je vais vous donc rapporter les taux de naissance en fonction de l'âge à l'hôpital Aïssa Othmane. Donc, il faut, avant de voir les résultats, noter qu'au moins le tiers des patientes qui sont âgées de plus de 38 ans. Ceci a été déjà en corrélation avec le pourcentage des poséidants dans ce groupe. Alors, le taux de naissance vivante dans notre centre baissait dramatiquement à partir de l'âge de 40 ans.
Donc, on passe de 28% pour les femmes 35-39 ans à 8% pour les femmes 43 ans. On n'a pas de grossesse pour l'année 2021 pour les femmes plus de 43 ans. Donc, ces données nous ont encouragés à limiter l'accès à la PMA ou l'AMP dans notre centre pour les femmes supérieures à 43 ans. Et toutes les femmes entre 40 et 43 ans vont passer à une décision de l'équipe, donc au cours des staffs. Et je vais vous dire après comment on va discuter ces patientes pour prendre la décision, prendre ou ne pas prendre en charge. Alors, un autre point important dans cette étude locale, c'est que nous avons fait la régression logistique où on a groupé tous les facteurs qui peuvent intervenir dans l'obtention de ces taux de naissance vivantes, c'est-à-dire l'AMH, le nombre d'ovocytes, l'âge de la patiente. On a trouvé que le facteur âge est le plus important dans la prédiction de l'obtention de naissance vivante. Donc, quand même, c'est un facteur à prendre en considération dans la décision de prendre ou de ne pas prendre en charge les patientes Je m'excuse, je vous demande d'accélérer un petit peu parce qu'il y a le symposium qui attend. Voilà, je passe les études, sont très nombreuses qui nous montrent qu'au-delà de 42 ans, les grossesses deviennent très rares et ceci s'explique par les taux d'aneuploïdie. Alors, les recommandations du comité d'éthique de la SRM dit que tout traitement qui donne des résultats inférieurs à 1% de naissances vivantes, ce sont des traitements futiles et entre 1 et 5% de naissances vivantes, c'est des traitements de très faible pronostic. Donc, c'est clair qu'au-delà de 45 ans, on ne donne pas de traitement, on n'accepte pas les patientes. Et puis, inférieur ou égal à 45 ans, il faut discuter. Alors, discuter quoi? Discuter le contexte spécifique pour chaque couple, pour chaque patiente, la réserve ovarienne et des facteurs masculins associés. Alors, la réserve ovarienne, c'est très important de constater que l'AMH est significativement corrélée au taux de naissances vivantes cumulées chez les patientes à réserve diminuée. Donc, ceci veut dire que c'est indépendamment de l'âge. Donc, vous avez toutes les tranches d'âge, il y a une corrélation significative avec les taux de naissance. Ceci nous ramène à observer ce tableau qui est très intéressant, donc qui match les tranches d'âge avec les taux d'AMH. Donc, il y a toujours une valeur ajoutée de l'AMH à côté de l'âge pour l'évaluation du pronostic des naissances vivantes. Donc, pour les femmes, par exemple, qui ont une très faible valeur d'AMH, on ne peut pas offrir ou parler du même pronostic des femmes inférieures à 35 ans qui ont 22% pourcentage de naissance, alors que celles qui ont 43 ou plus, ils ont de très faibles chances d'être maman. Donc, pas de cut-off pour l'AMH. L'AMH ne peut pas être seule dans la décision pour prendre la décision d'arrêt du traitement. Les femmes supérieures à 40 ans avec les taux très faibles d'AMH doivent être informées que leur chance elle est très faible. Alors, que va-t-on faire par rapport aux femmes qui insistent à la prise en charge malgré qu'on leur explique que leur chance est très faible? Ceci, bien sûr, ce genre d'entretien, c'est un pain quotidien dans les centres d'AMP, que ce soit avec les cliniciens ou avec les embryologistes. Alors, il y a eu des enquêtes publiées très récemment sur ce genre de comportement social. Pourquoi ces femmes insistent-elles pour être prises en charge? En fait, ce sont des attentes non réalistes. C'est des femmes qui ne savent pas bien interpréter les chiffres, surtout les chiffres les plus bas, donc les petites probabilités. Et en fait, la décision chez ces femmes, elle est basée sur les croyances plus que sur le Based Evidence Medicine. Donc, les recommandations du comité d'éthique de la SRM, l'âge de la femme, c'est le facteur le plus déterminant. La réserve ovarienne est un facteur critique, surtout pour les femmes les plus âgées. Le traitement par fécondation in vitro est admis futile à partir de 45 ans
Et pour les femmes inférieures à 45 ans, encore une fois, il faut en discuter. Vous pouvez conclure. D'accord. Donc, ceci pour répondre à Dr Kiskes, nous n'avons pas de loi en Tunisie qui fait la restriction de la prise en charge, mais en Finlande, il y a la loi à partir de 40 ans, et puis les femmes vont faire du tourisme médical. Les conclusions, voilà, on arrive à la conclusion. C'est encore l'âge qui est le facteur le plus prédictif des naissances vivantes. L'AMH, elle a une valeur ajoutée à l'âge. Bien informer les patientes sur leurs chances de succès en FIV. Après 45 ans, il y a arrêt de traitement. Il doit y avoir arrêt de traitement en FIV. Et entre 42 et 44, évaluation des chances en FIV et personnalisation de la décision en fonction des désirs de la femme. Voilà, je termine cette note par une note positive pour l'avenir de ces femmes. Peut-être la science va apporter donc des traitements pour amélioration de la compétence des ovocytes chez les mauvaises répondances. Merci. Je vous remercie. Je m'excuse de vous avoir bousculé un petit peu, faute de temps. J'ai quand même une petite remarque pour les jeunes gynécologues et les résidents, parce que je les vois là dans la salle. Pour ces mauvaises répondeuses, pour ces femmes qui sont âgées, il faut prendre le temps de bien les explorer et traiter toutes les autres pathologies pour favoriser une conception naturelle, traiter une pathologie endométriale, une obstruction tubaire, une infection, et pas courir directement pour proposer une fécondation in vitro dont les résultats, vous avez bien vu, qui sont médiocres jusqu'à maintenant. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est bon. Une question. Barakallahu fik. Moi, je remercie Dr Fqih qui est à ma côté pour lui dire que quand tu nous as présenté les traitements androgéniques qui optimalisent ou qui favorisent la sécrétion androgène et l'environnement périfolliculaire en androgène, elle nous a cité la CG, elle nous a cité la LH et elle nous a cité les anti-aromatases. Tous ces produits agissent au niveau des cellules técales de follicules ovariens. Ce sont les cellules técales qui fabriquent des androgènes sous l'effet de ces molécules et ces androgènes peuvent optimaliser l'environnement folliculaire. On vous remercie, c'est Abdelkader. On lève la séance pour le symposium. J'invite Dr Chanoufi pour la présentation. شوية هكا ريم باهي اموري شجع ريم هذا
Donc la parole est au docteur Chanoufi. Merci, docteur Benhamid. J'attends mes diapositives. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, bonjour déjà à tout le monde, pour tout le monde. Quand mes amis des laboratoires Merck m'ont contacté pour vous parler de ce sujet, stimulation ovarienne et insémination intra-utérine en pratique, et ils voulaient une mise à jour de 2022, c'est un énorme sujet difficile, compliqué. Il est facile, mais en même temps difficile. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de rechercher un peu ce que fait la littérature pour vous présenter la chose qui est très, très simple pour les gynécologues obstétriciens, c'est-à-dire faire une insémination intra-utérine. Je suis très heureux aujourd'hui, j'ai reçu M. De Ziegler, qui était mon maître. J'ai fait le DU en 2017 avec lui. Et je suis très heureux de l'avoir reçu. Mon topo est vraiment inspiré de ses diapositives, de ses cours, avec deux collègues, Ahmed Alouen, qui est là et qui est devenu assistant maintenant, pour vous dire. Voilà. Donc, diapositive suivante. C'est à moi de le faire, voilà. Non? Ça ne marche pas? Tiens. Donc, on a commencé à faire une revue de la littérature. On a essayé de voir un peu ces mots-clés. Controlled Ovarian Stimulations. Et vous voyez, il y avait 5840 articles. Je passe comme ça. Voilà. Ensuite, vous mettez gonadotrophine, vous avez encore une multitude d'articles, 138 000. Encore ovarian stimulation, tous ces mots, et il y a plein d'articles qui ressortent, il faut les combiner. Dès qu'on commence à mettre les mots-clés ensemble, on essaye de faire du PubMed, on se focalise sur intra-uterine insemination, on passe à 405 000, et rien que pour l'infertilité inexpliquée et l'insémination intra-utérine, il y a pratiquement 99 articles. Pour vous dire vraiment, c'est tellement vaste. Et ce que je vais essayer de faire, c'est faire vraiment tout simple, ce qui est plus pratique pour vous pour faire une insémination intra-utérine en 2022. Cette insémination intra-utérine, elle est vraiment très, très répandue, très simple, très demandée dans le monde gynécologique. C'est 1/5 des enfants issus d'AMP en 2019, selon l'Agence de biomédecine. C'est aussi facile, c'est pas cher, et c'est reproductible par tout le monde. Donc vous comprenez son succès dans le monde. Et quand on a vu les registres américains, il y a des prédictions très importantes pour développer cette technique. Nous devons vraiment la maîtriser, nous devons la faire apprendre à nos résidents et la généraliser parce qu'elle est facile. Et les prédictions dans le monde, en tout cas les registres américains, font que cette technique va se développer de plus en plus, mes chers amis. Bien sûr, j'ai fait des recommandations, il y en a plein, et je me suis basé sur celles qui ont été présentées par Sesh Sankara, 2022, le dernier congrès d'Eshré, qui a proposé les Clinical Guidelines Infertility. Et chaque fois que je vous dirai des choses, je vous donnerai des repères concernant ces Clinical Guidelines. Alors, mon plan était simple. Je me suis dit, stimulation, quels sont les produits avec lesquels on stimule? Et ensuite, les protocoles. Comment je fais pour être plus simple possible? 3 schémas fondamentaux très, très importants pour moi pour expliquer la physiopathologie. Schéma de mon maître Dominique de Ziegler. Il nous dit quoi, Dominique de Ziegler? Au fait, le cycle menstruel dans le cours, ça commence par des règles, ça finit par des règles. Au fait, ce n'est pas vraiment ça. C'est la variation intercycle du CFSH qui survient au 3e jour, qui est réellement le début du cycle. Donc, cette variation peut venir un peu plus tôt, un peu plus tard, cycle long, cycle court. Donc, premier élément. Et donc, la numérotation du cycle menstruel ne prédit pas de ce déroulement fonctionnel du cycle qui va venir. Premier élément important. Il y a des règles, il y a ensuite, tout de suite, un rétrocontrôle négatif, libération de la FSH, recrutement de follicules en trop, la fameuse aromatisation qui transforme les androgènes en oestrogènes, multiplication des cellules de la granulosa, inhibine B, feedback négatif, œstradiol qui monte, le feedback positif, ovulation et corps jaune. Pardon. Deuxième schéma, très important, je l'ai pris à notre maître à tous, Noël Hugues. Noël Hugues nous parle de la fenêtre FSH. Fenêtre FSH, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il s'agit, chez la femme donc, qui ovule, il s'agit de soutenir le développement d'un follicule qui a été déjà sélectionné. Et ce que nous dit Noël Hugues dans ce cas-là, avec la fenêtre de FSH,
C'est-à-dire que si vous allez faire une stimulation, faites-la à partir du 7e jour, parce que là, vous avez fermé ou pratiquement fermé votre fenêtre FSH et vous avez déjà sélectionné votre follicule. Donc, vous allez jouer uniquement sur la dominance. Le principe, c'est d'obtenir une ovulation mono, bi ou paucifolliculaire. Si maintenant, à l'inverse, vous êtes en dysmaturation, dysovulation, eh bien, dans ce cas-là, il va falloir, c'est-à-dire une mauvaise maturation folliculaire, il va falloir commencer plus tôt, à J5. Et si vous êtes en anovulation, là, vous n'avez plus de gonadotrophine endogène, et là, tous les jours du cycle sont pareils, il faudra commencer, si vous voulez, à J2. Troisième plaque, fondamentale aussi, je reviens à Dominique de Ziegler. Il nous disait quoi? Eh bien, quand vous stimulez, mes chers amis, c'est-à-dire que ces injections quotidiennes vont faire en sorte que vous allez poursuivre le recrutement de ce follicule et donc entraîner une réponse bi- ou paucifolliculaire. Et dès que vous avez un follicule dominant, il va falloir dégraisser les gonadoses pour pouvoir laisser ce follicule dominant réaliser donc sa course et se développer. Et donc, dégression des doses rapides, c'est-à-dire c'est le temps crucial où vous allez réduire les doses. Et donc là arrive le principe de ce protocole dégressif, ces protocoles où vous allez réduire les doses. Et donc, cet élément est très important. Le schéma de base de M. de Ziegler. On fait le cours, on nous apporte cette question. Groupe 1, groupe 3. Groupe 1, c'est connu, ce sont les anovulations hypothalamo-hypophysaires. Et vous avez tout là-dedans. Hein. Vraiment, vous avez du calmant de Morsier. Vous avez les syndromes, les tumeurs du système nerveux central, les crânio-pharyngiomes, les panhypopituitarismes, les insuffisances anti-hypophysaires, les troubles, les anovulations hypothalamiques fonctionnelles, troubles du comportement alimentaire, stress intense, etc., etc. Le groupe 3, ce sont les insuffisances ovariennes, la prématurée, les dysgynésies gonadiques, les maladies auto-immunes, inflammatoires, le syndrome des ovaires résistants aux gonadotrophines. Et de Ziegler nous disait, attention, dans le DDU, voilà, vous faites ça, vous avez votre attitude, et tout était bon. De Ziegler avance encore plus, pour simplifier cette classification, il nous disait quoi? Au fait, le groupe 1, c'est essentiellement hypothalamo-hypophysaire. Le groupe 3, c'est périphérique, donc ovaire, utérus. Et le groupe 2, vous avez besoin du fonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophysaire. D'où une nouvelle classification qui arrive en 2022, cette nouvelle classification des troubles d'ovulation. Et c'est-à-dire, on va diviser les troubles de l'ovulation en hypothalamique, en pituitaire, en ovarien et en PCO. Et les PCO sont sortis complètement à part. Et on parle d'un hypopée et les étiologies, c'est le Gain-Feed-Pie. Au fait, quand on va faire une simulation, c'est au fait ce groupe-là, c'est le groupe 2, c'est la classe 2. C'est les 3 et le 4. C'est-à-dire, vous allez jongler entre obtenir rapidement une grossesse, c'est ce qu'on veut, en risquant le risque des hyperstimulations et des grossesses multiples. Donc, obtenir un nombre de follicules préovulatoires qui soit au nombre de mono, bi ou paucifolliculaires. Je tiens absolument à vous dire, il faut que les trompes soient parfaitement perméables. Et c'est pour ça que j'ai mis l'image de l'hystérosalpingographie. Alors, faut-il stimuler? Je vais aller rapidement pour ne pas vous trop accaparer la parole. Oui, c'est mieux. Cycle naturel, en insémination, je parle. Moins bon résultat, je passe rapide. Donc, je vais stimuler. Quels sont les produits que je vais utiliser? Le plus simple possible, le citrate de clomifène. Ce citrate de clomifène, c'est un inhibiteur compétitif des oestrogènes au niveau des récepteurs hypothalamiques et hypophysaires. Pour agir, il faut qu'il y ait une dose préalable d'oestrogène. Et il va permettre d'ouvrir cette fenêtre d'FSH pour pouvoir recruter et sélectionner des follicules. Il a une longue demi-vie et c'est un inducteur connu, très utilisé. Ce citrate de clomifène, ses indications classiques, là je vais rapidement, c'est essentiellement la classe 2 et on va l'utiliser classiquement, habituellement, que tout le monde connaît ici dans la salle, je suis certain. J2, J6, vous allez monitorer parce que vous avez toujours besoin de monitorage. Des dosages hormonaux qui sont les 3 principaux, la progestérone, la LH et l'ostradiol, et ensuite des critères de déclenchement qui peuvent varier dans la littérature, je vais en parler tout à l'heure. Ce citrate de clomifène, ce n'est pas totalement anodin. Hein. Ça peut donner des troubles visuels, ça peut donner des gingivites, des bouffées de chaleur, c'est-à-dire vasoactives, des nausées, bref, 2% quand même.
Il a un effet anti-oestrogène en périphérie, sur la glaire, dysmucorrhée, retard de maturation de l'endomètre. Les hyperstimes, pas beaucoup, et on peut l'utiliser 6 cycles au maximum. Avec des résultats qui sont vraiment pas mal. On l'a vu, 45% d'ovulation et de conception. Suivante. Deuxième produit, le tamoxifène, l'anti-aromatase, vraiment la mode, la super, tout le monde parle de l'étrozole. Moi, je l'ai mis sur l'étrozole, c'est-à-dire, en fait, quand on a revu un peu les littératures, les dernières recommandations, le létrozole et le citrate, c'est à peu près la même efficacité. Il y a un risque de grossesse multiple qui n'est pas très, très bien défini dans la littérature, mais c'est un produit qui n'a pas d'AMM. Hein. Comment va-t-il agir, ce citrate? Au fait, il va inhiber l'aromatase qui transforme la testostérone en oestradiol, l'androsténédione en oestrone. Donc, diminution du taux d'oestradiol dans le sang, une augmentation par feedback négatif de la FSH, et vous avez une stimulation de l'ovulation. Même protocole, même façon de faire avec le citrate de clomifène, mais c'est un produit qui n'a pas d'AMM. Troisième produit, je voulais faire didactique, hein, j'ai tout mis, tous les produits. Metformine. Metformine, oui, c'est ce qu'on appelle les sensibilizers. Les Anglais appellent ça, c'est-à-dire sensibilisant à l'action de l'insuline. C'est-à-dire que le récepteur, l'insuline ne reconnaît plus son récepteur, le récepteur est reconnu par l'insuline-like growth factor, qui, elle, est augmentée, diminution de la SHBG, il y a un hyperandrogénisme. Donc, le fait de donner ces produits sensibilisants, vous allez diminuer l'insuline. Alors, j'ai ramené un peu cette étude de Abou Hashim qui est vraiment importante. Pourquoi? Parce qu'il a comparé avec tout. C'est-à-dire, quand vous prenez la metformine placebo, la metformine, c'est bon. Metformine avec le lifestyle intervention, c'est-à-dire la perte de poids, eh bien, c'est mieux. Faire perdre du poids aux patients OPK, c'est très, très bien. Metformine, citrate, ça va dans les sens. Des fois, c'est un peu plus, c'est mieux. Des fois, c'est moins bon. Mais ce qui est important, metformine, citrate, c'est mieux que le citrate de clomifène en matière de ovulation rate, clinical pregnancy rate, live birth rate. Il nous a proposé un schéma. Il est pas mal son schéma, c'est-à-dire il dit SOPK, lifestyle, ça ne marche pas, plus ou moins metformine. On passe au citrate, absence de grossesse, d'ovulation, citrate de metformine, plus citrate de clomifène, plus metformine. Ce produit, il a des effets indésirables, vous le savez. Dès que vous mettez ces patientes, les 2 premières semaines, elles sont décisives. Et dès que vous avez des diarrhées, vous avez des troubles, c'est-à-dire digestifs, parfois vous êtes obligé d'arrêter le produit. Mais toujours, je le dis, c'est un produit hors AMM. La pompe, oui. J'ai mis la pompe parce qu'il faut en parler aussi. C'est très, très franco-français. Et dans les hypogonadismes, hypogonadotropes, dans les classes 1, il faut mettre un cycle artificiel déjà pour démarrer les règles et ensuite vous lancez votre pompe. Je passe rapidement, ça se met en sous-cutané au niveau du ventre avec d'excellents résultats. Ce qui est important avec la pompe, c'est que vous rétablissez la fonctionnalité de l'axe et donc vous avez de très très bons résultats en matière de grossesse, mais également moins tôt d'hyperstimulation et de grossesse multiple. Les gonadotrophines, la base, le principal. Alors le principal, c'est-à-dire, j'ai vu comme ça la littérature en matière d'insémination intra-utérine, tout le temps les indications OMS1, OMS2, et bien ensuite, vraiment ça va, on est en train d'élargir à tout le monde. Les gonadotrophines prennent une place de plus en plus importante. Faut-il les associer avec le citrate de clomifène ou le létrozole? Et d'après les recommandations, la SARM ne le recommande pas parce qu'il y a plus de risques de grossesse multiple. Et je vous ai mis les gonadotrophines que nous utilisons en pratique clinique. Bien entendu, nous sommes dans un symposium Merck-Serono, je vous parle de ce produit, le gonal, qui a une traçabilité importante, la pureté, la reproductibilité, mais surtout lorsque le fractionnement, c'est un produit qui est stable, c'est-à-dire lorsqu'on va fractionner les doses, c'est un produit qui va résister donc au fractionnement et donc on va avoir donc des économies, donc moins de gaspillage et donc c'est un produit qui peut vraiment, lorsqu'on va donner des demi-ampoules, vous allez le voir, c'est quelque chose de très très important, d'autant plus que vous allez le voir, vraiment les doses constituent l'élément primordial des stimulations de l'ovulation. Donc haute reproductibilité, faible taux de FSH oxydé, absence de contaminants urinaires, très peu d'hyperstimulation sévère. Cette plaque est fondamentale. Tout se résume ici. La dose de départ. Comment allez-vous partir pour vraiment doser? Je l'ai vu tout ce matin, tout au long des collègues qui ont présenté. Cette dose de départ, quand vous allez faire une insémination, elle est très importante. C'est-à-dire 2 tiers d'ampoule parfois. Parfois, vous avez 1 tiers d'ampoule, une demi-ampoule chez les patients anneaux ou disovulants.
Et vous allez la corréler avec toutes ces données, l'âge, tout à fait, l'AMC, le compte des follicules en trop, le poids, la réponse aux précédentes stimulations. Et lorsque vous partez avec une dose faible, vous allez, pour favoriser cette stimulation monofolliculaire, vous risquez d'être en dessous du seuil de FSH, et donc annulation. Et si vous partez trop élevé, là aussi, vous allez vous retrouver avec une réponse excessive, et donc vous êtes largement au-dessus du seuil, et là aussi, avec des annulations. Donc l'ajustement de la dose, capital. J'ai adoré cette étude d'Anderson, un résident me l'a sorti, Hiba, je crois, Hiba Tlili. Voilà. Elle me dit, voilà, dans ce cycle, elle me dit BMI, volume, cycle menstruel. Et on va déterminer la dose en fonction du BMI, en fonction du volume ovarien et en fonction de l'état menstruel de la patiente. Quand on stimule, on veut quoi? Une ovulation. Mais il y a aussi une réalité clinique. Vous avez des patientes en face de vous, vous allez adapter. Ça dépend de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un seul ovule? Vous en voulez 2? Est-ce que vous en voulez 3? Les gonadotrophies et les syndromes des ovaires polykystiques en insémination. Et là, j'ai retrouvé cette étude de 2015. 5 trials, c'est-à-dire 5 études. Et on a vu, c'est-à-dire que c'est une étude multicentrique. Et 3 cycles consécutifs de stimulation. Et là aussi, on voit rapidement, hein, je fais le forest plot ici, en live birth rate, ça va vers les recombinantes. Et quand on a recombiné, c'est-à-dire les recombinantes et les gonadotrophines et les urinaires, pardon, l'avantage va vers les gonadotrophines. Le protocole. 4 protocoles, il faut les connaître, il faut les manier. Ils ne sont pas séparés, c'est-à-dire vous pouvez partir dans un sens et changer en cours de route, etc. C'est-à-dire on peut interchanger entre ces protocoles. Je fais rapidement didactique. Hein. Protocole numéro 1, c'est le protocole conventionnel. Il faut commencer à J4 souvent. Je l'ai dit, pour favoriser la dominance, ne pas trop recruter. Donc, commencer J3, J5, le schéma de De Ziegler de tout à l'heure. Je vais monitorer. Je peux augmenter par un tiers d'ampoule. Là, il faudra fractionner donc, les ampoules. Je fais mon monitorage échographique, hormonal, et je vais déclencher mon ovulation. Premier protocole. Deuxième protocole, je vais aller plus vite. Le protocole step-up. C'est quoi ce protocole step-up? C'est-à-dire que je commence soit 1 à 2 ampoules, je fais une semaine. Si j'ai vraiment toujours des follicules moins de 10 mm, j'augmente le palier, j'augmente d'une ampoule, etc., en augmentant palier par palier, jusqu'à l'obtenir ce fameux follicule supérieur à 10 mm, pour ensuite déclencher mon ovulation. 3 réponses. Ça ne répond pas, la dose n'était pas bonne, le cycle est abandonné, j'annule. Bonne réponse, j'ai 1 à 2 follicules supérieurs à 16 mm, je déclenche. Bien entendu, on peut recommander des rapports sexuels programmés le jour de la CG et le jour suivant. Soit vous appelez la réponse excessive, c'est-à-dire supérieur à 3 follicules, supérieur à 15, un taux d'oestradiol qui vous monte à 1200 picogrammes par millilitre. Et là aussi, vous annulez, you cancel your cycle, et vous passez la prochaine fois dans une autre simulation pour une meilleure dose de départ. Les critères de déclenchement. Je me suis dit aussi, quand faut-il déclencher ce fameux 16, 17, 18 ? Littérature, j'ai vu, on a vu, quoi, du moins l'équipe a vu, je les remercie. On m'a dit 20 mm pour le citrate de clomifène, 17 pour les recombinants. Les recombinants, vous pouvez déclencher à 17, pour les gonadotrophines à 18, bref. Mais rien n'est prouvé scientifiquement, 16 et 18, on peut chercher dans la littérature. Endomètre, 7 mm, pas sûr aussi. On a vu des grossesses à 6 mm et on n'a pas vu des grossesses à 8 mm. Mais on retient quand même le 7. Le step-up chronique, low dose. Là, c'est vraiment patiente OPK typique. Là, on y va doucement, doucement, et on augmente cette fois-ci par des paliers de demi-ampoule, et on augmente moins de 10 mm. On continue la stime. Dès que le follicule arrive à maturité, c'est qu'un follicule à maturité à 16, on déclenche. Donc, protocole des OPK. Le protocole step-down. Alors là, c'est un système inverse. Là, on se dit, OK, je vais partir par une forte dose. Je vais essayer de franchement recruter à fond. Donc, je passe à 2 ampoules. Et ensuite, je vais, si je n'ai pas de follicule, c'est toujours, le follicule est petit, je peux continuer cette dose. Mais dès que ce follicule supérieur à 10, je réduis les doses par une demi-ampoule, puis une ampoule et déclenchement. Dès que j'ai mon follicule dominant qui commence à partir, il va falloir réduire les doses immédiatement. Et là, il faut vraiment être sûr, vraiment, du moment exact où vous allez retirer votre dose, votre stimulation FSH,
C'est un élément très important, donc il faut un très bon pilotage. Donc il faut des équipes super entraînées. Ce sont des gens, ces protocoles, c'est pour des gens qui ont l'habitude de le faire, parce que vraiment, le pilotage est très très important pour ne pas rater et annuler vos cycles. Alors, si je devais comparer step up, step down, la littérature, alors là, abonde, vraiment. On essaie de sélectionner les articles qu'il fallait. Taux de développement monofolliculaire, 68%, step up, plus d'hyperstime dans le step down, et sur le plan de grossesse, même chose. Mais ça, c'était en 2003, Christine Maître. Deuxième article, pour les infertilités inexpliquées, 2022, step up, step down. Le plus favorable, c'est le step up. Mais c'est que 73 patientes, hein, et avec un taux d'annulation plus important pour le step down. Enfin, dernier protocole, le séquentiel. Là aussi, il faut vraiment des gens super entraînés à manier ce cycle aussi, parce que vous augmentez les doses, et dès que vous recrutez, taf, follicule dominant, paf, on retire les doses, et on redescend, et on déclenche avec 1 ou 2 cycles. Alors, les questions importantes qui arrivent maintenant tout de suite. Anti-oestrogène ou gonadotrophine? Tout le monde y va, c'est clair. Déjà, depuis Hugues 1997, il nous disait que de loin, on connaissait cette information, que les gonadotrophines étaient meilleurs que les oestrogènes sur vraiment 5214 cycles de stimulation ovarienne, toute étiologie confondue. Et ça allait plutôt vers les gonadotrophines. Deuxième étude, étude d'Erdem, il a comparé le gonal, c'est-à-dire la follitropine alpha, avec le citrate de clomifène, 219 couples, infertilité inexpliquée, étude prospective randomisée, c'est bon, le gonal est meilleur. Comparaison différentes gonadotrophines en intra-utérin pour les inexplained infertility. 2007, c'est vrai, mais cette étude est importante. 81 patientes, groupe 1, polytropine alpha, 80 urinaires, 80 HMG. Et ce qui est favorable, clinical pregnancy rate pour le groupe recombinant. Donc les recombinants sont bien pour l'inexpliqué, ils sont très bien pour l'OPK. L'insémination, j'y viens, j'ai pratiquement fini. Alors cette insémination, elle est facile, on peut la faire, on va traverser l'orifice, juste la difficulté du canal cervical, on va la faire sous écho, sans échographie, je ne suis pas rentré dans les détails. Ce qui m'a intéressé, du moins ce qui nous a intéressé, nous l'équipe, on s'était dit quelles sont les indications en fait. Avec sperme du conjoint frais, les indications n'ont pas changé, rien n'a changé, vous connaissez ça depuis très longtemps. La deuxième plaque est importante, parce qu'en sperme frais, là, vous nous dites, probablement, il y avait discussion sur la littérature, sur tout ce qui est infertilité idiopathique et sur l'endométriose. Et ensuite, les recommandations de Medical Necessity Guideline arrivent, et on nous dit, allez-y, sans problème, faites de l'insémination en inexpliqué, et faites-la quand vous avez du minimal or mild endometriosis. Quand elle est légère, faites également de l'insémination, et ces recommandations sont importantes. En sperme du conjoint congelé, rien n'a changé, notamment quand vous faites des inséminations avec un risque viral, les patients HIV. Sperme du donneur, ceci ne nous concerne pas en Tunisie. Combien de cycles? Premier article, 2010, Philippe Merviel, dans Fertile Stérile, il vous dit 6 cycles maximum, hein, c'est bon, et après les résultats sont décevants. Mais quand on a fouillé encore plus, pas assez d'évidence encore de haut niveau, mais beaucoup d'auteurs vous disent, vous faites 3 inséminations, si vous avez 3 échecs, franchement, vous n'allez pas obtenir de meilleurs résultats après. Mais voilà, c'est encore à discuter. Quel niveau de stimulation? Simple. Plus vous avez de follicules, plus vous avez de grossesse, plus le taux d'oestradiol le jour de la CG est élevé, plus vous aurez de grossesse. Enfin, vous savez tous qu'il nous arrive des fois avec ce monitorage hormonal d'avoir une élévation de cet LH, et donc le risque de montée prématurée de LH, c'est-à-dire ajouter ou non des antagonistes GnRH à la fin pour bloquer l'ovulation, pour attendre cet endomètre pour qu'il grossisse un tout petit peu, pour pouvoir déclencher. Vous le savez tous. Est-ce que c'est une bonne pratique en matière d'IAC? La réponse, voilà, c'était plus ou moins antagoniste dès que le début de pic de LH pour éviter les ovulations prématurées. Je vous donne le protocole. Est-ce que c'est bon de faire ça? 2 articles. Le premier, 2014, de l'UO qui nous dit « Oui, quand vous utilisez les antagonistes en fin de cycle, c'est bon, hein, vous avez de meilleurs taux de grossesse. » Par contre, en fouillant par la suite, 2018, on nous dit « Franchement,
c'est du n'importe quoi, doesn't improve the success. Vous le faites pas, vous n'allez pas avoir de gros changements. Le trigger timing, c'est important. Quand est-ce que je vais déclencher? Moi-même, je pensais que c'était des fondamentaux. On déclenche 36 heures après avoir vu des follicules de 17. Eh bien, oui, dans cet article, cette revue, cette méta-analyse de Cochrane 2014, oui, 34-36 heures, c'est meilleur que 24 heures. Mais on a trouvé un article, l'équipe de Rongière à Strasbourg, qui, eux, pour des modalités pratiques du service, c'est-à-dire, soit ils déclenchaient à J1 ou à J2. Ils nous disaient que c'était la même chose. Mais bien entendu, c'était une étude rétrospective et qu'ils disaient qu'il fallait attendre une étude prospective randomisée pour vraiment conclure. Mais déclencher au bout de 24 heures, des équipes le font. Est-ce qu'il faut utiliser un cathéter souple ou rigide? The same. N'importe quoi, la littérature tranchée là-dedans, c'est la même chose. Faut-il supplémenter la phase lutéale? Superbe article, 2013, et le problème était réglé. Oui, il faut supplémenter, parce que ça augmente le clinical pregnancy, ça augmente votre live birth. Vous allez supplémenter quand vous utilisez des gonadotrophines. Quand vous utilisez les gonadotrophines, le citrate de clomifène. Mais si vous utilisez le citrate de clomifène seul, aucune importance. Si vous faites un cycle naturel, il n'y a pas de preuve. Mais chaque fois que vous faites une stimulation forte, toute la littérature vous dit qu'il faut supplémenter. Et si vous êtes en hypogonadisme hypogonadotrophe, il faut stimuler. Conclusion, je ne vais plus accaparer la parole. En pratique, ce fameux clinicien qui a des problèmes pour résoudre, il a des problèmes pour sa stimulation, ces protocoles lui permettent de résoudre la quasi-totalité des problèmes. La base, le plus simple, ce sont les protocoles progressifs qui restent les plus largement utilisés en première intention chez les femmes qui ovulent. Si vous avez une patiente qui disovule, voilà, en cas d'anovulation, ce sont les protocoles de step-up chronique low dose. Ça, c'est connu. Les protocoles dégressifs et séquentiels, je voulais vous dire un petit mot dessus. Ces protocoles, la difficulté est de déterminer le moment exact où vous allez réduire la dose. Donc, ça demande de l'expérience, c'est très opérateur dépendant et c'est assez difficilement reproductible et réservé à une minorité de patientes qui sont hypersensibles à la FSH et chez lesquelles vous avez déjà essayé un protocole progressif à faible dose et qui a échoué. Et enfin, dernière chose, vous faites une constatation échographique, vous êtes dans votre cabinet, vous avez des ovaires multifolliculaires, vous dites, OK, je vais faire un protocole de stimulation avec dose réduite, je vais utiliser un protocole progressif lent, ou bien y avoir recours si on a eu une réponse excessive à un protocole progressif conventionnel. Et ces protocoles, dernière chose, c'est-à-dire ces protocoles ne sont pas exclusifs entre eux. C'est-à-dire qu'on peut être amené à réduire les doses, par exemple, de FSH au cours d'un protocole progressif classique pour corriger une élévation trop rapide de l'œstradiol ou bien un recrutement folliculaire exagéré. Je vous remercie. Je remercie Dr Pour vous faire les Chanofi. cas cliniques, etc., je voulais bon aller. D'accord. J'ai juste une question assez Renaud. On a vu dans l'exposé du Dr Chanofi la fragmentation des doses, des 50 unités, où on est pour le stylo. Parce que utiliser une ampoule, est-ce qu'on jette la moitié, est-ce qu'on la garde au frigo, est-ce que ça se fait, est-ce que voilà, et ça coûte cher. Pour les stylos, on va les avoir bientôt en Tunisie. Et d'ailleurs, même dans le monde entier, ça va disparaître les ampoules. Donc, il faudrait raisonner en unités et non plus en demi-ampoules et un tiers d'ampoule. Sinon, on le fait au quotidien. Voilà. Donc, sinon, pour l'autre question, la forme galinique du produit ne permet pas de le laisser pour demain. Dès que vous mélangez poudre et solvant, il faut l'utiliser à l'instant même. Voilà. Vous utilisez des demi-ampoules. Donc là, quand vous allez avoir le stylo, le problème ne va plus se poser parce qu'il est prêt à l'emploi. Mais la seule lentille, c'est qu'on peut l'utiliser pendant un seul cycle. La durée d'utilisation, elle est de 28 jours. Dès que vous entamez le stylo, il faut l'utiliser le cycle même. On peut plus le... Bien sûr, bien sûr. Il va y avoir tous les types de stylos, les différentes doses de 300, 450 et même 900 unités. Et merci. Et ça va être aussi gradué de 12,5 unités, pas 37,5 et 25 unités. Donc les paliers sont plus ajustés possible, plus larges et plus faciles à ajuster pour surtout les OPK. Oui, merci. Merci, cher ami Badis.
Je voudrais faire 2 ou 3 remarques. La première concerne les indications de l'ISC, l'insémination intra-utérine. Il y a des indications féminines, des indications masculines. D'accord, Léla? Oui. Concernant les indications masculines, ماذا أنا حبيت لو كان قلت لنا quand il y a un spermogramme et un spermocytogramme qui permet de récupérer à la fin, après temps de migration-survie, un nombre de spermatozoïdes mobiles qui doit être supérieur à 500 000 spermatozoïdes pour pouvoir faire une insémination. باهي نمشيو من 500 000 فما فوق. انا quand j'étais il y a 20 ans التالي قال لك 300 000 بديس كان معايا 300 000 peuvent suffire. طلعت ل 500 000 اليوم نلعبوا في المليون. المهم كارني سمعت هذه dans cette ambiance. ردوا بالكم ما تعملوش انسيميناسيون باللي جي هات حط الغادي. لا. Il faut précéder l'insémination par un test de migration survie. قداش يعطيك سبرموغرام؟ أعطاك مليون الحمد لله. أعطاك أقل من 500,000 لا ما تمشيش الأمور. واضح ولا لا؟ هذه بريمير انديكاسيون دقيقة. ثانيا فيما يخص le soutien de la phase lutéale Badiz. Tu nous as dit de façon très claire quand la stimulation se fait par les gonadotrophines, ça va récupérer, ça va donner plusieurs follicules éventuellement et par conséquent un taux d'estradiolémie élevé. Nous savons que l'estradiolémie élevée permet d'avoir un effet préjudiciable pour l'endomètre. خاصة, il va y avoir ce qu'on appelle, ما يتقالش برشا dans les salles de conférence, un déséquilibre vasculaire endométrial par un déséquilibre estroprogestatif. L'estrogène عالي, progestérone مش عالي, كيف هو, il va y avoir des anomalies vasculaires endométriales qui vont compromettre l'implantation au ما أدراك. Donc, ردوا بالنا, stimulation ovarienne par gonadotrophine, يا مرحبا, soutien lutéal par progestérone obligatoire. Dans les stimulations par agents oraux, citrate de clomifène, les anti-aromatases, en général, l'estradiolémie est modérément élevée, nous pouvons nous surseoir sur le traitement progestatif. وأخيراً, نحب نقول لك اللي la metformine donnée chez les SOPK va donner une meilleure sensibilité à l'insuline et par conséquent, le pancréas sera moins obligé de sécréter de l'insuline et ceci va entraîner une régression de l'insulinorésistance tant bénéfique sur le métabolisme que sur la folliculogénèse. Ok, on vous remercie et on lève la séance. Merci.